Mais vous voulez dire autre chose, le contenu mathématique? Ok. Oui, bien sûr, le contenu mathématique, déjà, vous ne pouvez pas faire avec chaque contenu utiliser toutes les ressources. Alors, dans l'algèbre, vous avez beaucoup de ressources que vous pouvez utiliser pratiquement. Vous pouvez prendre un cube qui est d'une, je ne sais pas, vous avez des petits cubes qui ont, alors si vous mettez dans une boîte de couleurs, alors je dirais, on peut faire beaucoup de choses là qui expliquent les relations algébriques, quoi. Mais, par exemple, avec les fractions, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de ressources. Mais il y a d'autres concepts de mathématiques qui sont très difficiles à exprimer, de travailler là-dessus. Ça dépend vraiment. Mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce que vous voulez dire après? Est-ce que le contenu, bien sûr le contenu, dirige vers le choix des ressources? En fait, aussi pour le processus, est-ce que au bout du compte, il y a des glissements tels que le matériel peut prendre, par exemple, beaucoup d'espace pour apprendre à gérer un dispositif, par exemple, ou des éléments du contenu? Je ne sais pas, mais en fait, en vous écoutant, je me posais un certain nombre de questions sur les... Mais les ressources ne sont pas des trucs matériels seulement, hein? Non, bien sûr, mais de la même manière sur un logiciel, par exemple. Oui. L'interaction, si vous voulez, entre le contenu laissé par l'enseignant et le type de ressources qu'on choisit. La question est un peu large autour de cette question-là. Oui, je crois que vous voulez dire, par exemple, il pourrait être un cognitive overload, je dis en anglais, hein? Un cognitive overload, parce qu'on fait tellement de trucs, hein? Après tout, le concept mathématique, où on est, hein? Je ne sais pas encore. Mais là, c'est à choisir, c'est le professeur qui dit, bon, moi je veux aller là-bas, et comment est-ce que je peux pas seulement expliquer, mais vraiment d'utiliser mes ressources, et les ressources pourraient être quelque chose écrit. C'est pas seulement quelque chose d'activité avec le matériel. C'est... Hassan, merci. Dans votre présentation, les travaux que vous avez présentés, vous avez beaucoup parlé de ressources, mais peu de documents. J'aimerais savoir quel est le statut de l'ensemble de ressources dans ces travaux. Est-ce que c'est des travaux pour comprendre les ressources ou c'est des travaux qui utilisent l'analyse des ressources pour comprendre le travail de l'enseignant? Encore une fois, le dernier. C'est dans le cadre théorique de la genèse documentaire, on fait distinction entre ressources et documents. Ressources, c'est l'artefact qui est externe au sujet, et le document, c'est lorsque le sujet l'intègre. Non, parce que vous avez parlé beaucoup de ressources et peu de documents. Je me suis dit, est-ce que parce que dans cette recherche-là, ce qui vous intéresse, c'est de comprendre les ressources, et non pas forcément de comprendre le travail des enseignants? Je crois que c'est le travail des enseignants avec les ressources. alors pourquoi utiliser le terme document comme on a dans le... Oui, parce que là, vous avez des schèmes du utilisation schemes. Et bien sûr, on parle de ça parce que les professeurs, ils ont leur utilisation schemes. Ils ont pas seulement leurs ressources, mais d'abord, ce sont des ressources et après, c'est l'utilisation des ressources. Et là, ça c'est le travail des professeurs. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai utilisé le mot ressources beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais je crois que j'ai parlé sur la documentation aussi, parce que ça, c'est après tout, c'est l'usage, c'est le travail des professeurs qui travaillent avec les ressources. Et oui, artefact, c'est autre chose.
Les ressources, une ressource pourrait être un artefact, mais c'est pas toujours un artefact est quelque chose qui est bon, de social constructivism, mais c'est peut-être dans la classe, il y a quelque chose, un outil qui est un artefact. Mais une ressource, c'est quelque chose conçu par le professeur qui est vraiment apprécié comme ressource dans la classe. C'est-à-dire, je dirais en anglais, si le professeur si cet artefact n'est pas important ou c'est pas pour le professeur, ça ne devient jamais un document, c'est pas vraiment une ressource comme nous on en parle. Un artefact, c'est quelque chose qui est dans la classe en général. Mais si ce n'est pas aperçu par le professeur, cet artefact, qu'est-ce que c'est ça à ce moment-là? On ne parle pas, c'est pas la même chose, ressource et artefact. Parce que l'artefact, c'est vraiment une social constructivist expression là. Et il y a, ça ne dépend pas du professeur. Si le professeur n'utilise jamais cet artefact, c'est quand même un artefact, mais ce n'est pas la ressource pour le professeur. La ressource, c'est toujours, c'est toujours une ressource potentielle, hypothétique, c'est une légitimité, il n'y a pas un document. Non, je crois que vous... Il y a des enseignants qui n'utilisent pas les manuels scolaires. Je crois que vous sautez des cadres théoriques. La ressource ne dépend pas sur le social constructivist, sur la théorie du social constructivism. Mais l'artefact est vraiment un mot qui est utilisé là-bas et qui fait partie de l'environnement de l'élève ou du professeur ou quelque chose. Ça, c'est l'artefact. Le pen ou l'ardoise à l'époque, c'était l'artefact. Mais la ressource, c'est quelque chose qui bon, après nous, c'est utilisé parce qu'on a les schèmes d'utilisation. Même s'il y a un autre, il y a peut-être un artefact qui n'est pas utilisé, qui n'était même pas apprécié, comment dire, the teacher was not even aware of that artifact. It's still an artifact in the classroom. But the resource is something that is used and then becomes a document. Ma question est une question de clarification par rapport au design-based research et par rapport à la position du professeur, du chercheur là-dedans. Alors, quand vous avez présenté cette méthodologie-là, j'ai vu quand même aussi beaucoup de parallèles avec la recherche collaborative, telle qu'on pratique aussi beaucoup au Québec. Comment fonctionne cette interaction chercheur-enseignant? Parce que ce qui m'a interpellé, en fait, c'est quand j'ai vu Luc Trouche intervenir dans la vidéo avec l'enseignant, il était quand même dans une position qui était assez une position de retrait, une position d'observation. Il n'a pas fait un design d'expression. Ah, ok. Non. Donc, moi, j'ai présenté ça parce que moi, je suis très intéressée par la formation continue. Parce que je trouve que dans les pays où j'ai travaillé, ils avaient besoin de la formation continue. Et moi, à mon avis, il faut changer un petit peu la conception de la formation continue. Et pour ça, je dis le design based social development, il a fait le design based. Rachid? Ça me fait suggérer quelque chose, mais je ne sais pas. Les deux. Il y a les manuels interactifs en direction de l'apprenant. Bon, c'est les cours online, etc. Bon, j'en ai fait un, je sais ce que c'est, etc. Maintenant, j'ai l'impression que vous suggérez des manuels interactifs de l'enseignant. Qu'il y ait une interaction entre le manuel, disons, enseignant et l'enseignant, et vice-versa. Est-ce que c'est possible d'imaginer ça? Je ne sais pas si j'avais bien compris. Vous avez dit que vous avez fait des cours en ligne. Oui. Les cours en ligne... C'est en direction d'apprenant.
C'est exactement, c'est l'apprenant et le cours. Hein. Et ça, c'est diagnostic, blablabla. Alors, on fait individuellement. Les Césamat, par exemple, ou les manuels en ligne, ils sont interactifs, quelques-uns, pas tous les e-textbooks sont interactifs, mais quelques-uns sont interactifs. Ils ont leur propre outils d'interaction. Ça veut dire peut-être une espèce de GeoGebra, peut-être un labomètre, peut-être pour maths en poche pour les élèves, où ils ont leurs exercices, où ils ont les mots du professeur, comment le professeur a corrigé les exercices, etc. Alors ça, ce sont les interactions. Est-ce que j'ai... Oui, mais on va un peu plus loin. Oui. C'est un peu, le Césamat, c'est un peu un fourre-tout et on essaie de s'introduire et d'arriver à se construire. Oui. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut imaginer un livre? En fait, on a toujours le manuel de l'élève et le manuel de l'enseignant. Le manuel de l'enseignant, c'est de lui dire, voilà comment on peut structurer votre cours. Mais maintenant, est-ce que ce manuel pourrait être interactif? C'est-à-dire que l'enseignant agit dessus et le manuel agit sur l'enseignant. Oui. Je ne sais pas. Hein, oui. Mais le manuel, en tout cas, joue sur sur le professeur. Parce qu'il y a une progression dans le manuel. Hein. Ça joue en tout cas. Et c'est le professeur qui choisit, après tout, est-ce que je fais moi-même la progression ou est-ce que je suis Elise ou est-ce que je suis Césamat ou je ne sais pas, les autres, une progression du livre. Mais l'interaction, c'est au niveau où le professeur, par exemple, peut écrire à l'association et dire j'ai essayé cette activité et ça ne marche pas ou ça marche mieux avec ça. Et l'association change cette activité dans le manuel. Ça, c'est une interaction. Ça, c'est un niveau. Un autre niveau, c'est comme le professeur utilise, par exemple, l'Abomètre pour faire ses propres cours. Et dans l'Abomètre, vous pourrez introduire des choses de n'importe où. Aussi, bien sûr, les trucs de Césamat, mais vous introduisez là et vous avez vos propres cours dans le Labomètre, par exemple. Ça, c'est notre interaction, bien sûr. Hein. Toujours concernant le cadre théorique de la méthodologie, vous avez parlé avec le lien, vous avez évoqué le lien qui existe entre l'ingénierie didactique et la VR. Qu'est-ce qu'il est entre l'ingénierie? Oui, Godino, il a essayé d'explorer ça. Et à mon avis, l'ingénierie didactique est vraiment basée, comme aussi la RMI, le Freudenthal, ce sont vraiment des trajectoires, learning trajectories, des trajectoires, c'est-à-dire c'est vraiment une ingénierie d'une trajectoire d'apprendre, comment apprendre, etc. Oui, voilà. Et ça, c'est l'ingénierie. Et peut-être on essaye, alors on teste, on fait sur le test, etc. Par contre, le design-based research, on développe, peut-être c'est une trajectoire, mais ça pourrait être un autre outil aussi, ça peut être un module pour faire ça. Peut-être au module c'est pas seulement pour l'enseignement, c'est peut-être aussi pour la formation. On pourrait faire un module, travailler avec les professeurs sur ça. Par exemple, on pourrait travailler sur un truc qui est peut-être assez large, mais comment questionner, comment donner des questions au niveau au niveau de nombre complexe, par exemple, pour aider. Alors ça pourrait être un module, et ils testent ça avec plusieurs professeurs, avec plusieurs classes, et ils redéveloppent
peut-être le designer ou peut-être avec les professeurs et ils essayent encore une fois. Alors c'est l'ingénierie, je dirais c'est autre chose, c'est plus près. Et après tout, Godino, il a expliqué que le design-based research, c'est plutôt méthodologique. Par contre, l'ingénierie, c'est plus précis, alors c'est un subset dans un sens, oui. Et peut-être aussi, c'est peut-être du niveau d'histoire, l'ingénierie, ça existe plus longtemps, peut-être que, et c'était Rousseau, bien sûr, qui l'a fait, mais c'est Freudenthal aussi qui l'a fait, alors on a plusieurs ingénieurs, je dirais, qui ont proposé leur construction. Jean-François, oui, une question comme ça, est-ce que vous avez pensé ou fait quelque chose comme ça dans le sens de conceptualiser la notion d'accès? Il me semble que quand on parle de ressources, ça vient assez naturellement de réfléchir sur quelles sont les ressources qui sont disponibles et quel est le genre d'accès qui est possible là-dessus. Alors, juste par exemple, la question de Rachid sur l'adaptabilité des ressources. Par exemple, dans le labomat que vous décrivez, on peut aller ramasser des choses, mais on ne peut pas, par exemple, changer les chiffres dans l'exercice de ces amas. Ils sont là, il faut écrire, par exemple, il faut demander, donc c'est ça. Pour certaines, on peut modifier, pour d'autres, non. C'est ça, cette notion d'accès, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi? Oui, dans un sens, parce que nous avons quand même réfléchi sur la qualité et cohérence. Hein. Alors, au niveau de ces amas, ils disent que leur cohérence, c'est-à-dire, c'est pas en Wikipédia après tout, c'est-à-dire les professeurs ne peuvent pas changer n'importe quoi, il faut quand même écrire à l'association, et c'est l'association qui juge, je dirais, ce sont les gatekeepers, hein. Ils jugent, s'ils changent, s'ils veulent changer ou pas. Et c'est, bien sûr, c'est l'accès. Mais quand même, ça fait plus d'accès et ça fait plus de possibilités pour un professeur de devenir designer, concepteur, que dans notre cas qu'on a, nous, quand on était élèves, on avait des bouquins. Et c'était statique, c'était comme ça. Et on les utilisait, je ne sais pas, en France, en général, les manuels scolaires sont utilisés pendant 4 ans. Et après, ils les renouvellent. En Allemagne, pendant 8 ans, parce que c'était tellement cher. Alors là, à ces moments-là, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas la possibilité du professeur. Le professeur pourrait voir 10 bouquins ou 10 manuels, mais à part de ça, il ne peut rien faire. Et là, il pourrait bien sûr faire son propre cours. Mais je crois avec la technologie ou les manuels en ligne et avec l'interaction ici, il devient peut-être même plus interactif, il y a d'autres possibilités. Et ça, pour nous, comme chercheurs, il y a des défis, il y a des... Qu'est-ce qu'on fait alors, hein? Parce que le travail du professeur a changé. Comment est-ce qu'il... Si un professeur dit, bon, j'ai suivi le bouquin parce que c'était écrit par un inspecteur et ça, ce qu'il faut faire en France. Bon, il a fait son travail. Mais maintenant, il a demandé de concevoir quelque chose qui demande vraiment en anglais, on dit to take agency. Hein? Et ça, c'est vraiment un autre rôle. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est vraiment nécessaire, je dirais, dans notre... parce que les élèves changent aussi. Les élèves, ils ont des connaissances que les professeurs n'ont pas. Surtout parce qu'eux, ils regardent, ils peuvent lire tous en ligne, quoi. C'est-à-dire, et les professeurs, ils sont des fois, ils se trouvent vraiment en défi parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas tout lire. Hein? Et comment choisir après tout? Hein? D'analyser un exercice et dire, bon, ça c'est vraiment fait pour ça, c'est assez difficile. Hein? C'est pas seulement, oh, ça c'est intéressant. Hein? C'est parce que je connais la trajectoire d'apprendre pour les fractions,
je choisis ça à cause de ça. C'est vraiment un processus rationnel qui est assez dur. Hein. Et ça, c'est le professeur, chaque fois qu'il download quelque chose de web, il faut analyser, est-ce que c'est vraiment éducatif au niveau des maths, ou est-ce que c'est quelque chose au entertainment? Oui, c'est là, je pense aussi qu'on peut penser à la manière dont les institutions, par exemple, facilitent peut-être certains accès, Oui. par exemple en dégageant du temps de préparation, des choses comme ça, dont vous parlez, ça semble intéressant. Et pour ça, il faut travailler ensemble, et aussi il faut avoir la formation continue. Hein, parce que là, c'est pas un seul professeur qui peut faire tout. Hein, c'est pas un seul inspecteur qui peut faire tout. Hein. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien sûr.